Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire d'Apsys, l'association des bailleurs sociaux de l'Isère. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux réhabilitations du logement social. Est-ce qu'elles pourraient conditionner une seconde vie? Et pour en parler autour de cette table, Patricia Dudonné, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente d'Apsys et directeur général de la SDH. À vos côtés, je salue également Cyril Marion, bonjour. Vous êtes maire de l'île d'Abo et vice-président de la communauté d'agglomération des Portes de l'Isère, la CAPI. Sur l'autre table en face, Christophe Charles, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de l'habitat du département de l'Isère. Et puis Christophe Ferrari, bonjour à vous. Bonjour. Aussi. Vous êtes président de Grenoble-Alpes Métropole. Et je souligne que vous êtes également tous les deux maires. Pour Christophe Charles, maire de Luziné, et vous, Christophe Ferrari, vous êtes maire de Pont-de-Clé. Et puis, nous accueillons également à distance Emmanuel Cos. Bonjour. Est-ce qu'Emmanuel Cos nous entend? Emmanuel Cos, bonjour. Bonjour, on vous voit à distance. Bonjour, vous êtes présidente de l'Union sociale pour l'habitat, l'USH, l'organisation représentative du secteur HLM. Et j'ajoute également que vous avez été secrétaire nationale des Verts et ministre du Logement. Voilà, les présentations sont faites. Merci à tous de participer à ce webinaire. Et puis, avant de commencer nos débats, on va situer un petit peu le contexte. Alors, évidemment, on ne peut pas ignorer que les crises actuelles, la crise énergétique, la crise climatique, nous poussent à agir collectivement pour limiter le réchauffement climatique et faciliter la transition énergétique. Et pour ça, il faut agir sur le secteur résidentiel qui émet quand même 20% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, on ne peut pas le laisser de côté. Depuis quelques années, le logement social a anticipé ces questions. On le voit par exemple sur les constructions neuves avec les bâtiments BBC, les expérimentations sur le passif ou encore les recours aux matériaux biosourcés. Mais ces constructions neuves, elles ne représentent que 2% le parc de logement chaque année en Isère. Donc agir de façon plus massive, ça veut dire agir sur les logements sociaux qui existent déjà. Il y en a 85 000 en Isère, c'est pas mal. Et c'est pour ça que Apsys a souhaité faire un zoom aujourd'hui sur donc ces réhabilitations. Là aussi, sur les réhabilitations, on a parlé sur les logements neufs, mais là aussi sur les réhabilitations, les bailleurs sociaux sont très en avance. On va le voir au cours de cette table ronde, mais ils aspirent également à un changement de braquet, une nouvelle donne pour augmenter quantitativement le nombre de réhabilitations et améliorer la qualité de celle-ci. L'idée donc de ce webinaire, c'est de vous réunir tous, élus locaux, vous, mouvement HLM également, pour écouter vos propositions en intégrant les avancées attendues au niveau national, on l'espère, et puis s'interroger sur la part que peuvent prendre les collectivités à cet effort. Alors cette table ronde, elle va être menée en 3 temps. Premièrement, pourquoi accentuer les efforts de réhabilitation? Puis on se demandera comment accentuer cet effort. Et enfin, avec quels moyens? Et oui, c'est le nerf de la guerre. Avec quels moyens et qui doit s'engager financièrement pour l'effort de réhabilitation? Voilà, les choses sont posées. On va commencer avec notre première question. Pourquoi réhabiliter, surtout réhabiliter plus et mieux? Et pour mieux comprendre, on va s'interroger sur les enjeux environnementaux. On regarde une petite vidéo. Pour limiter les effets du réchauffement climatique, chaque geste compte, surtout quand on pèse autant que le secteur du logement social, qui représente 1 logement sur 6 en Auvergne-Rhône-Alpes. Le secteur résidentiel dans son ensemble est le 2e secteur le plus énergivore, derrière le transport routier. Il représente près de 27% de la consommation énergétique et 18% des émissions de gaz à effet de serre. Le logement social a une longue tradition d'innovation. Il est souvent en avance sur son temps par son architecture, par la performance énergétique de ses bâtiments, le recours aux énergies renouvelables ou encore par la prise en compte des publics aux besoins spécifiques et des nouvelles façons d'habiter. La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, votée en 2015, fixe des objectifs clairs. Faire passer l'ensemble du parc de bâtiments au niveau BBC, à échéance 2050.
La première stratégie nationale bas carbone, adoptée la même année, fixe en outre comme objectif de diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre à la même échéance. Pour atteindre ces objectifs, les bailleurs investissent dans la rénovation thermique des logements, mais pas seulement, car ils intègrent en même temps les autres travaux nécessaires à la qualité de vie des résidents. Ils contribuent ainsi à la diminution des émissions de gaz à effet de serre tout en luttant contre la précarité énergétique. Dans la région Aura, 11 000 logements sont réhabilités chaque année, dont 4 000 en BBC. Les bailleurs innovent pour décarboner leur mode de chauffage et misent sur des énergies plus propres. Alors, Patricia Dudonné, cette vidéo pose bien les enjeux régionaux, mais qu'en est-il pour l'Isère? Pour l'Isère, on est, je dirais, encore plus performant dans le monde HLM, dans interbailleurs de l'Isère. Aujourd'hui, on peut dire, si on regarde un peu par-dessus notre épaule, qu'on n'a pas attendu d'être dans cette situation, puisque on réhabilite environ 2000 logements par an depuis une dizaine d'années, les bailleurs sociaux de l'Isère, et environ un tiers de ces réhabilitations sont faites en BBC Rénovation. Donc on a vraiment un résultat très probant aujourd'hui, puisqu'il ne reste plus dans le parc social isérois que 3% de logements en étiquette F et G. Pour donner une comparaison, c'est 7,8 du parc social au niveau national, mais c'est à peu près 18,7 du parc privé. Donc on est vraiment très en avance de phase et on a beaucoup investi ces dernières années dans cette direction-là. Et pour vous, quel est l'enjeu de cette réhabilitation ? Alors, si on devait s'interroger sur pourquoi on réhabilite, il y a 3 axes majeurs de motivation à cette réhabilitation. Le premier, c'est bien entendu la situation de nos locataires. C'est-à-dire, nos locataires, on a eu l'occasion de l'évoquer hors antenne, sont souvent des gens qui ont des petites ressources. Et donc, notre combat, c'est celui de la précarité énergétique des plus modestes. Et donc, de faire baisser les consommations énergétiques de personnes qui ont déjà un certain nombre de contraintes économique. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a, nous, un observatoire de la performance énergétique. On ne dit pas simplement ce que je viens de vous dire en termes d'étiquette. On a un panel d'opérations toutes les années qu'on teste. Et aujourd'hui, on est en capacité de dire qu'on a 35% de réduction de consommation en moyenne sur les réhabilitations qu'on a réalisées. Le deuxième point important sur les raisons de la réhabilitation, c'est bien entendu la stratégie bas carbone. Aujourd'hui, qui peut s'abstraindre de dire que la stratégie bas carbone du BBC 2050 ne nous concerne pas? Elle concerne tout le monde et donc elle concerne aussi et beaucoup les bailleurs sociaux. Pour une idée quand même, c'est que malgré notre performance en matière de réhabilitation ces dernières années, il reste pour atteindre cet objectif 3000 logements en Isère qu'il faudrait passer au niveau BBC. Donc, on a encore un peu de pain sur la planche. Et le dernier, c'est un enjeu économique qui est celui sur lequel souvent on repère assez mal le logement social. 3000 logements à réhabiliter sur les années à venir. C'est à peu près 1200 emplois non délocalisables pour les prochaines années. Et donc, on est créateur à travers ce mouvement de réhabilitation d'emplois en local. Merci. Emmanuel Cos, j'imagine que vous suivez tout à fait ce que vient de dire Patricia Dudonné, l'importance de cette réhabilitation. Pourquoi, pour vous, au niveau national, il faut continuer à le faire? Tout d'abord, on n'a pas le choix. La loi nous impose de ne plus avoir de logements énergivores, les EFG. Et nous, comme nous sommes propriétaires et que nous sommes bailleurs, que nos logements sont occupés, on ne peut pas se permettre en fait de voir disparaître du logement social. Donc c'est le premier. Je ne dis pas qu'on ne le faisait pas avant parce qu'il n'y a pas l'obligation, mais l'obligation légale aujourd'hui nous impose de toute manière de le faire. Mais par ailleurs, c'est ce qui vient d'être dit. Nos locataires sont quand même des personnes qui ont des revenus modestes ou moyens. Et réhabiliter du logement, c'est en fait améliorer leur confort de vie, vraiment maintenir la question des charges, et notamment on sait qu'un logement réhabilité, entretenu, il va coûter moins en charge d'entretien, mais aussi évidemment en charge énergétique, et c'est en fait protéger nos locataires. Et puis je crois aussi qu'à travers ces réhabilitations, c'est aussi un moyen de réfléchir à la pérennité de ces logements. Je veux dire par là, et je pense que c'est important, y compris pour les élus qui ont du logement social dans leur territoire, c'est que ce logement social, c'est pas du logement jetable. On n'a pas fait du logement pour qu'il existe pendant 20 ou 30 ans.
C'est du logement qu'on a conçu pour qu'il dure des décennies. Et le réhabiliter régulièrement, c'est le moderniser, c'est lui donner des années de vie supplémentaires. Et donc, c'est aussi à continuer à moderniser, à innover le logement social. Mais faut quand même bien comprendre qu'avec la loi de 2020, 2021, ça a donné une accélération en fait sur les rénovations. Et c'est vrai que la plupart des bailleurs étaient déjà extrêmement lancés. En fait, ils n'ont pas découvert le sujet. Mais cette accélération, elle est quand même notable, hein, puisque, en gros, aujourd'hui, on rénove globalement entre 120 et 150 000 logements sociaux, et on sait que demain, il faudra plutôt en rénover entre 150 000 et 200 000. Donc, on voit quand même la petite mutation dans le logement social qui est importante, même si le gros du travail à venir sera évidemment dans le parc privé. Cyril Marion, vous êtes maire de l'île d'Abo, je le disais en introduction. Pour vous, à quel niveau c'est important cette réhabilitation ? C'est important tout d'abord par rapport à la structure de la population. L'île d'Abo, c'est 17 000 habitants et c'est 52% de logements sociaux, 3 100 logements. Donc c'est le cœur même, c'est l'existence même de la ville nouvelle qui a créé notamment sur le quartier de Saint-Hubert. C'est 11 bailleurs qui sont en place. Et c'est aujourd'hui, il y a d'une part les obligations légales, mais c'est d'autre part le confort de vie des habitants. Alors pour ce faire, nous, la commune, on travaille notamment avec la CAPI. Alors, la CAPI, je suis vice-président à l'habitat. Et la CAPI travaille sur les rénovations énergétiques en versant des subventions sur certaines opérations. On a l'aide du département également. Et puis, c'est le confort de vie des habitants. Au moment où on parle, c'est 300 logements qui sont en cours de réhabilitation thermique qui vont permettre à des habitants d'avoir des factures correctes. Puisque vous l'avez bien dit, il y a la hausse de l'énergie que l'on connaît tous. Et avant cette hausse, il y avait des habitants qui m'indiquaient qu'ils avaient des charges supérieures au loyer. Et ça, c'est pour les plus fragiles, et ça, on ne peut plus l'accepter. Donc, il y a un travail de fond, mais qui se fait collectivement avec les bailleurs, avec l'interco, avec la commune, pour qu'on trouve un équilibre, puisqu'on sait on ne peut pas tout faire en même temps. Donc, il faut faire des choix en termes de réhabilitation et de planning. Donc, Christophe Charles, vous êtes donc vice-président Habitat du département. Alors, c'est important aussi pour cette collectivité, la réhabilitation. Tout à fait. En qualité de vice-président au département de l'Isère en charge de l'action sociale, de l'insertion et du logement, parce que j'ai plusieurs casquettes. Qui se rejoignent un petit peu. Parce que bien sûr le logement c'est important, il y a l'insertion et puis il y a toute l'action sociale. Et nous au niveau du département, j'aimerais rappeler qu'on est chef de file de l'action sociale et nous avons des ménages qui sont défavorisés, donc il y a une précarité énergétique et la réhabilitation, elle est urgente, elle est essentielle et depuis 2015, le département a fait le choix de la réhabilitation et d'aider les bailleurs sociaux, c'est ce qu'on appelle les aides à la pierre. Donc on aide, on a eu un programme depuis 2015 qui s'est terminé en 2022 de 15 millions d'euros, l'aide à la fois des bailleurs sociaux et puis aussi les logements communaux que nous aidons aussi. Et actuellement, nous sommes en train de préparer donc un second programme qui sera validé en séance plénière du département, donc en mars prochain. C'est ce que disait un petit peu Patricia Dudonné avec vos différentes casquettes. C'est ça le cercle vertueux et c'est logique que vous ayez ces trois portefeuilles et c'est utile, aussi. Ce sont les solidarités. Donc c'est important de pouvoir mettre en place cette politique publique avec tous nos partenaires, les EPCI et bien sûr les bailleurs sociaux. Christophe Ferrari, Grenoble-Alpes Métropole a également son rôle à jouer sur ces réhabilitations. Je ne vais pas vous demander tout de suite comment vous y participez, ce sera dans un autre temps, mais pourquoi c'est important pour les habitants de la métropole ? Il y a trois éléments de réponse à ça qui ont déjà été abordés par les collègues à cet instant. La première, c'est que en fait une ville où elle est toujours en mouvement. Et lorsque vous avez de la construction neuve qui se fait, vous avez un standard de qualité qui apparaît dans votre ville et finalement qui déclasse de façon extrêmement brutale, extrêmement rapide l'ancien, qu'il soit copropriété ou qu'il soit parc social. Donc il y a une impérieuse nécessité de ne pas construire de ville à deux vitesses entre ceux qui seraient dans le neuf avec l'ensemble des performances énergétiques et ceux qui seraient dans l'ancien avec aucune performance énergétique, de la précarité énergétique, et aussi des qualités de logement et d'habiter qui sont bien moindres. Donc je dirais qu'il y a presque un sujet, je dirais, presque de concorde à poser sur les différents modes d'habiter. C'est pour ça d'ailleurs que nous,
entre les aides que l'on apporte aux copropriétés privées et les aides qu'on apporte à la rénovation du logement social, on est sur des niveaux et des volumes de logements qui sont pas complètement les mêmes, mais pas loin, en tout cas, d'être les mêmes. Donc, le premier sujet, c'est pas de ville à deux vitesses, le neuf se construit, et puis l'ancien, finalement, Périclite. et voilà, périclite. Donc, il faut lui donner, finalement, des qualités aussi bonnes, presque que le neuf. C'est quand même un challenge absolument remarquable, et en termes, je dirais, d'équité, d'égalité, de solidarité entre les populations, c'est plutôt une belle ambition. Le deuxième sujet, c'est la stratégie nationale bas carbone, l'horizon de neutralité carbone à l'horizon 2050 nous amène tout simplement, puisque, vous l'avez dit, 20% des émissions nationales de CO2 sont dans le résidentiel et dans le tertiaire, 28%, près de 30% si on tient compte du mode énergétique des logements. Donc on voit bien que le gisement, il est là en termes de réduction de nos émissions de carbone et aussi de fait de verdissement de nos énergies et de moindre consommation. Donc on a un sujet, pour moi, vraiment très écologique et de solidarité que l'on porte sur cette question du logement. Et pour moi, la vraie transition écologique et énergétique et sociale, elle passe par cela. Et puis à la fin, c'est la baisse des coûts pour les locataires, des appartements mieux rénovés, des appartements moins énergivores. Ça a été dit à l'instant, c'est moins de charges. Et donc, c'est du gain de pouvoir d'achat pour les habitants qu'ils pourront mettre ailleurs sur d'autres sujets, surtout dans des périodes avec ces niveaux d'inflation. Donc je trouve que derrière tout cela, on recoue la ville, on refabrique la ville, on redonne du sens à ce que l'on construit en neuf et ce que l'on réhabilite, qu'il ne faut jamais opposer. Il faut toujours mener les choses avec beaucoup de force. Alors justement, si on parle du neuf, finalement, pourquoi ne pas construire plus de neuf? Est-ce que ça pollue plus? Quelles sont les considérations? Alors, on peut recouper les arguments qui viennent d'être posés. Alors, je trouve que d'une façon générale, il ne faut pas opposer le neuf et la réhabilitation, parce que ce serait une erreur, mais dans un sens comme un autre, privilégier l'un par rapport à l'autre. Comme l'a dit Emmanuel Cos, nous, on est les bailleurs sociaux, on est des propriétaires avec des locataires sur le très long terme. C'est-à-dire quand on construit sur un territoire, on va garder nos logements. Certains d'entre nous ont des logements qui ont plus de 60, plus de 70 ans. Donc, il ne faut surtout pas opposer. Il faut construire parce qu'il y a des besoins. Et ça, c'est une nécessité, il faut faire du neuf. Et en même temps, aujourd'hui, pour les raisons évoquées, il faut remettre à niveau un certain nombre de notre parc existant. Et puis, il faut parfois aller beaucoup plus loin que la réhabilitation simple. On a beaucoup parlé de thermique, c'est un vrai enjeu, c'est l'enjeu de départ qui nous amène à ça. Mais nos locataires, ils nous attendent aussi sur des modes d'habiter, sur de la qualification interne. Et on touche, là, on commence à effleurer le sujet de la seconde vie. C'est-à-dire que ce que disait Monsieur le Président Ferrari, c'est que si effectivement on ne fait que du thermique, à un moment donné, on aura quand même une désaffection de nos locataires ou nos demandeurs pour une certaine partie de notre parc. Et notre parc, il est fait pour rester sur nos territoires. Donc, il faut aussi qu'on intervienne plus largement. Et là, ça ouvre à la fois des perspectives et des difficultés, notamment financières autres. Mais c'est un vrai enjeu. Et donc, je pense qu'en plus, on parle beaucoup aujourd'hui d'économie circulaire, de problématiques environnementales. Moi, je pense qu'il ne faut jamais opposer et jamais ostraciser des modes de faire. Parfois, démolir est incontournable pour un certain nombre de raisons. Mais par contre, dans le cadre des nouvelles façons de penser l'économie de la construction, ça paraît quand même intéressant de se poser d'abord la question de jusqu'où on peut aller en termes de réhabilitation avant de démolir. Emmanuel Cos, on l'a dit, les bailleurs sociaux sont souvent anticipent en tout cas toutes ces questions. Est-ce que l'idée, c'est aussi, avec cette anticipation, de servir de moteur un petit peu pour le parc privé? Je ne sais pas si c'est l'idée, mais en tout cas, c'est la conséquence. C'est-à-dire que nos obligations morales envers les territoires, envers nos locataires, notre engagement nous oblige à réhabiliter. Et y compris à traiter des bâtiments extrêmement compliqués, hein. Y compris en Isère, vous avez des exemples de patrimoine, soit reconnus comme patrimoine du XXIe siècle, soit du patrimoine ancien, avec des difficultés de réhabilitation très complexes. Et c'est vrai qu'au final, dans le logement social, on a quand même un savoir-faire assez important, qui, à mon avis, demain, peut-être même aujourd'hui d'ailleurs, est intéressant pour aider d'autres secteurs. Alors, on commence à être approché par les copropriétés les plus en difficulté pour les aider à faire les travaux.
je vous cache pas que même parfois, on nous sollicite, en fait, pour faire à la place d'eux et pas toujours en étant accompagnés financièrement, ce qui pose évidemment de gros problèmes. Mais c'est vrai qu'en même temps, si on a le savoir-faire, si on a les entreprises locales, si on sait traiter certains types de bâtiments, c'est un peu dommage, en fait, que cette, capacité à faire, ne soit pas mutualisée et utilisée. Je pense aussi que nous, vraiment, un des sujets, Patricia en a un peu parlé, hein, c'est aussi ce qu'on va faire mieux demain. Les histoires de seconde vie, c'est-à-dire qu'en fait, on ne démolit plus des immeubles, mais on les restructure totalement. Vraiment, comme ça se fait beaucoup dans l'immobilier de bureau, c'est quelque chose que maintenant on veut pouvoir faire dans le logement social. Alors, ça appelle des modifications de financement assez importantes. Et puis, il y a l'autre question qui est la massification, parce que vous avez parlé tout à l'heure des chiffres. On va y venir dans un petit moment. Oui. Je ne voudrais pas déflorer le programme. Je crois que c'est une des clés, enfin une des clés non, mais en tout cas, je sais, ça va répondre à votre question du comment, mais c'est aussi changer d'approche en fait en massifiant les choses et en regardant pas chaque programme immobilier et la globalité du parc. Une petite question pour vous, Christophe Charles, puisque le département est aussi en charge dans son action sociale auprès des personnes âgées. Est-ce que la rénovation du parc, ça peut être aussi un bon levier pour favoriser le maintien à domicile des personnes âgées? Tout à fait, ça fait partie aussi de nos actions au niveau de nos politiques départementales. C'est plus ma collègue, vice-présidente Delphine Hartmann, qui est en charge de l'autonomie des personnes âgées. Mais tout à fait, lorsqu'on permet d'adapter le logement, l'accès et permettre justement aux personnes de rester dans leur logement, eh ben, c'est un plus. Et on est là, bien sûr, aussi pour les accompagner. Donc, d'où l'utilité, l'importance, bien sûr, de réhabiliter ces logements et de les adapter donc, à nos personnes âgées. Et puis, il y a des aides, justement, qui sont possibles. Et c'est vrai que c'est important pour les douches, pour un certain nombre de choses, des montes-escaliers. Donc, c'est important de pouvoir aider et répondre dans le cadre des OPH, notamment avec Solia. Et puis Christophe Ferrari, on parlait d'un levier auprès des bailleurs, enfin pas des bailleurs, mais du parc privé, la métropole avec l'opération Murmure, c'est un peu ce que vous faites aussi. Oui, on le fait historiquement en direction des copropriétés privées. Ça a été plutôt un très beau succès et on le continue de façon à ce que ça soit d'ailleurs non plus un dispositif mais une politique durable en permanence, qu'on réajuste. Et là, c'est pas tout simple, qu'on réajuste, je dirais, quasiment à chaque fois qu'il y a une réforme nationale sur les modalités d'aide. MaPrimeRénov' nous oblige à tout faire bouger, parce que tout ça est quand même pas si simple. Et on a besoin de continuité sur ce travail-là, parce que, vous savez, la vie d'une assemblée générale de copropriété, c'est une longue vie. Et globalement, pour avoir une décision, obtenir une décision à un moment donné, il y a un travail avant qui est énorme pour faire comprendre à chacun que finalement tout ça est intéressant, important, que personne ne va être laissé au bord du chemin. Donc on aide la copropriété, on aide à l'intérieur chaque foyer en fonction des revenus. Donc nous, on aide effectivement les personnes très modestes et les personnes modestes, avec aussi une clé d'aller sur des catégories moyennes qui sont aujourd'hui parfois oubliées, des dispositifs qu'on essaye d'aider parce qu'elles jouent beaucoup dans les assemblées générales de copropriété. Elles peuvent faire basculer aussi des majorités. Donc on le fait. Et puis on a des copropriétés, ça a été dit par la présidente de l'USH, on a des copropriétés qui sont fortement dégradées, sur lesquelles on a du mal à les mettre en mouvement, où là il va falloir que l'on arrive à trouver collectivement et sur le territoire, et je fais confiance à ce territoire pour trouver les bons outils, et on va les trouver pour pouvoir les mettre en mouvement. Parce que là, c'est véritablement des îlots de pauvreté qui continuent, des effets où le prix des logements baisse très fortement et on a l'impression que les gens se sentent totalement abandonnés des politiques publiques. Et pour le peu qu'ils aient à côté, pas loin, un magnifique immeuble de logement social qui se construit, voilà, ils considèrent que finalement, eux ne sont pas aidés. Et que donc, vous voyez que là, il faut qu'on arrive à porter tout cela. Alors nous, Murmure, désormais, c'est aussi sur les maisons individuelles. Et c'est aussi sur les TPE, PME, parce que la transition énergétique, c'est pour tout le monde. Et tout le monde doit y être. Et donc, on met les moyens là-dessus. D'où l'importance, pour revenir à nos logements sociaux, Cyril Marion, c'est de prendre en compte aussi ce que nous disent les habitants. Vous, j'imagine qu'ils viennent vous voir aussi pour demander de la réhabilitation. Bien sûr.
Bien sûr, ils viennent nous voir et les projets de réhabilitation, on doit les faire avec eux. Il y a les réhabilitations thermiques, mais au-delà, dans certaines communes, et l'île d'Abo en fait partie, nous avons des opérations de renouvellement urbain. Ça passe par les espaces publics, mais ça passe également par le logement et ça passe également par l'appropriation des habitants de leur quartier. Nous, le choix que l'on a fait notamment, c'est de faire venir des services publics dans le quartier, parce que c'est vraiment primordial. C'est également, sur les différentes phases de la rénovation urbaine, c'est de faire des inaugurations progressives de phases. Il faut que les citoyens se sentent entendus. On a une maison du projet sur la place sur laquelle on accueille les habitants et on discute à des moments de réunion, mais les réunions, ça fonctionne plutôt avec les commerçants, avec les bailleurs, mais avec les citoyens, non. Donc, ça va être des rencontres impromptues et il faut savoir les écouter pour répondre à leurs attentes. On est là pour ça. Alors, Patricia Dudonné, on vient de voir qu'une réhabilitation était importante, était donc nécessaire. Et maintenant, on fait comment ? Le comment. Il y a qu'à toujours, oui, voilà. C'est un petit peu notre sujet tout le temps. Aujourd'hui, ce qu'on souhaiterait faire, c'est faire mieux. Emmanuel Cos a bien insisté là-dessus. Nous, je pense que les bailleurs sociaux l'ont montré et démontré, on est volontaire. Ce qui a été évoqué ici, c'est-à-dire la réhabilitation thermique, mais aussi écouter nos locataires, parce qu'eux aussi, ils changent de mode d'habiter, ils appréhendent leur quartier différemment. Pouvoir faire tout ça, c'est très important. Alors déjà, il faut pouvoir améliorer leur confort, il faut pouvoir faire baisser les problématiques énergétiques. Je rappelle quand même que le BBC Rénovation, c'est 96 kWh par mètre carré. Aujourd'hui, quand on réhabilite, on est encore sur des choses, sur une partie du parc qu'on réhabilite autour de 115. Donc, on a beaucoup de choses encore à faire. Il y a un vrai saut qualitatif. Quand on arrive à intervenir vraiment bien, et M. Charles l'a évoqué, on a quand même aussi la capacité à rendre notre parc social plus accessible pour d'autres publics. On a parlé des personnes âgées, mais il y a aussi faire de l'habitat inclusif. Si on fait de l'habitat inclusif pour les personnes âgées, pour les personnes qui ont un handicap, pour les personnes qui ont une difficulté repérée, si on ne le fait que dans du neuf, on ne répond pas aux besoins réels de la société. Donc, c'est ça aussi que soulève la question de la seconde vie, qui est c'est pas pour le plaisir du terme, la seconde vie. C'est aussi comment on peut aller plus loin que ce qu'on a fait ces dernières années et comment on trouve les moyens de le faire. Donc, ce comment, c'est ça, c'est ne pas simplement dire on fait que du thermique, même si ça reste notre priorité majeure, mais c'est ne rien oublier de ce qui fait la vie de nos locataires tout autour, en fait. Et alors, cette réhabilitation, elle va notamment pouvoir se faire, elle se fait déjà, par le biais de la massification. Emmanuel Cos nous en a dit un tout petit mot il y a 2 secondes, mais maintenant, on va regarder une petite vidéo de Laura HLM pour bien comprendre de quoi il s'agit. La question, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas concevoir des bâtiments à partir de composants qui seraient fabriqués en usine pour faire de la construction ou pour faire de la rénovation ? Eh bien, figurez-vous que c'est tout à fait possible. Et il y a de nombreux exemples qui nous montrent que c'est possible, que les bâtiments, une fois terminés, vous ne pouvez pas imaginer une minute qu'ils aient été produits en usine. D'ailleurs, on fait un quiz où on montre 2 photos et puis on dit, voilà, dites-nous lequel a été fabriqué en usine et tout le monde se trompe. Donc ça ne se voit pas. C'est vraiment une question de conception et de comment est-ce qu'on s'y prend autrement. Alors ça s'appuie sur l'industrialisation, ça s'appuie sur des choses qu'on n'aime pas dans le bâtiment, ça s'appuie sur la répétitivité et le volume, et notamment sur la standardisation. Alors nous, quand on pense standard, quand on dit on va standardiser les bâtiments, on nous dit « Ah non, mais on ne peut pas tous habiter dans les mêmes bâtiments ». On est bien d'accord là-dessus. La définition de standardisation dans le lean manufacturing, c'est la meilleure façon de faire à ce jour. Donc ça peut être un produit, mais c'est surtout des process. Et on a des outils qui nous viennent justement de l'industrie excessivement intéressants. C'est l'engagement de tous les bailleurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour engager ces travaux de massification. C'est déjà 2 ans de travail qui se sont déroulés, accompagnés par notre AMO Greenflex et CETEC. C'est cette volonté aujourd'hui de travailler sur la phase de mise en œuvre, de modélisation du modèle économique à travers le projet d'une centrale d'achat, avec une gouvernance propre, avec l'ambition d'avoir une approche de la massification qui soit assez systémique. Bien sûr, il y a des enjeux de réhabilitation énergétique
comment demain viser des performances BBC pour l'ensemble de notre patrimoine, mais c'est aussi répondre à des enjeux de densification, d'élévation, de densité acceptable. C'est aussi l'enjeu de répondre à des attentes qui se sont révélées, voire exacerbées post-Covid, avec cette volonté de venir plugger des balcons durant l'acte de réhabilitation et plugger aussi un ascenseur pour prendre en compte le vieillissement. Donc la réhabilitation, oui, sur l'aspect énergétique, mais oui, surtout dans l'approche globale et aussi, demain, pourquoi pas dans la 5e façade, avec une toiture terrasse végétalisée, les îlots de fraîcheur, la végétalisation. Si l'approche n'est pas globale, on risque d'avoir un acte, je dirais, partiel, voire un faux geste, qu'il faudra ensuite surabonder avec une complexité sur le fait qu'on travaille en milieu habité. Alors Emmanuel Cos, puisque vous l'avez abordé tout à l'heure, cette démarche de massification, c'est quelque chose qui va dans le bon sens? Oui, ça va dans le bon sens. Après, c'est une démarche qui n'est pas évidente. Et pendant longtemps, en fait, on a cru qu'on allait accélérer la rénovation des logements uniquement parce qu'on allait faire de la massification. Mais la difficulté, c'est que bon, il faut trouver des solutions qui correspondent à l'histoire des bâtiments, quel type de matériaux ont été utilisés, comment est-ce qu'ils sont disposés, etc. Et c'est vrai qu'à partir de là, l'expérience sur tel ou tel bâtiment, elle peut permettre en fait d'être reproductible. Mais il faut quand même avoir conscience que d'une part, même si vous avez les mêmes bâtiments exactement, les mêmes techniques, chaque chantier est différent, toujours. Et ensuite, ça a été dit par Patricia tout à l'heure, on ne va pas juste faire de l'énergétique. Vous voyez, aujourd'hui, la rénovation, ce n'est pas juste s'occuper de l'isolation du bâtiment. Quand vous commencez à intervenir dans un logement et que vous y mettez 50 000, 80 000 euros de travaux, vous allez y refaire les salles de bain, refaire les parties communes, refaire évidemment les cuisines, enfin changer le cadre de vie global. Néanmoins, la massification, ça peut être intéressant pour, si vous voulez, déjà avoir des contrats cadres avec les entreprises locales. Donc, s'assurer aussi que la filière, elle est derrière nous et elle ne va pas nous planter en cours de montée en charge des projets. Et puis, ça permet aussi de reproduire toujours les mêmes gestes. Et quand on a vu qu'une réhabilitation est de qualité, qu'elle plaît, que les matériaux utilisés sont intelligents, ça peut nous permettre évidemment d'aller plus loin. Après, très clairement, ça sera une solution pour accélérer les choses, mais c'est pas on va pas faire que tout en massification. Ce qui est important, c'est en fait surtout de se mettre à vraiment se lancer sur ces gros programmes de réhabilitation et à chaque fois trouver la solution adaptée au bâtiment. Ne pas oublier qu'on fait ça en milieu occupé le plus souvent. Donc, on réhabilite avec nos locataires dans leur logement. Donc, ça pose des tas de questions sur la concertation, sur l'explication qu'on leur donne, sur la tenue de nos engagements également. C'est-à-dire que quand on annonce un calendrier à des locataires, il faut que nos entreprises ne nous lâchent pas et qu'elles tiennent bien ce sujet-là. Et puis enfin, je crois aussi que ça peut être l'occasion de répondre à d'autres dysfonctionnements parfois de nos résidences. Améliorer les espaces extérieurs, ramener de la biodiversité. Moi, je pense qu'on a beaucoup de choses à faire sur les énergies renouvelables à l'occasion de ces programmes. Donc, la massification, c'est très utile. Il y a Laura HLM qui a une ambition très forte là-dessus, et moi, je pense que c'est essentiel. Mais ça sera une partie. Le reste, ça sera en fait de prendre chaque programme et d'y aller. Je pense que dans le logement social, nous, on n'a pas peur en fait des grands programmes de réhabilitation et même d'entraîner nos entreprises à faire que ça non, mais à augmenter le fonctionnement important là-dessus, et y compris de se mobiliser plus. Mais il ne faudra pas non plus oublier en même temps quand même de faire du logement social, de l'offre nouvelle par ailleurs pour continuer à répondre à la demande. Christophe Ferrari, vous êtes d'accord avec Emmanuel Cos, la massification, c'est un moyen, mais ce n'est pas une fin? Je dirais que c'est un dispositif parmi d'autres sur lesquels il faut effectivement porter toute notre attention, et c'est une solution qui peut être particulièrement utile. Mais la diversité des parcs est telle que de toute façon, il faut obligatoirement avoir des solutions qui soient adaptées. Partout, les choses peuvent être à un moment donné répétables parce qu'il y a un savoir-faire, une expertise, une connaissance. Allons-y donc dans cet élément de massification. Parce qu'on voit bien que c'est une technicité aussi qui est opérée. C'est des diagnostics qui sont très longs, qui sont complexes en fonction du typologie de matériaux, de l'orientation du bâtiment. Tout ça ne se fait pas comme ça en disant on va placer deux trucs vite fait, bien fait. On voit bien que c'est du cousu humain.
Donc partout là où on peut effectivement répéter des choses, on est dans une mécanique qui pourrait être particulièrement utile pour la suite, pour monter en puissance. Parce que l'enjeu, c'est bien la massification de la réhabilitation en général. Le terme de massification, pour moi, c'est effectivement comment on accélère cette transition-là, avec en plus des coups de, je dirais, des petits élastiques qui nous sont mis, mais par la loi. Hein. La loi climat et résilience nous amène une nouvelle, une sortie des logements en fonction de leur typologie. Ça va avoir des conséquences qui vont être majeures demain dans les territoires. Hein. Et je le dis, pas simplement sur la métropole, ici à Grenoble, mais sur les territoires voisins, sur les bourgs-centres des territoires voisins. Ça va avoir des conséquences absolument majeures. Donc, des conséquences aussi de fait, si ces logements ne sont pas réhabilités, les G+, les G, j'en passe, et des meilleurs. Hein. En fait, et si ces logements ne sont plus loués, ça va nous amener sans aucun doute des demandes de logements sociaux à nouveau. Donc un effort à construire du neuf. Donc il va falloir qu'on trouve les moyens, je dirais, là aussi d'accélérer les choses. Et ça a été dit tout à l'heure, quelques petits messages à faire passer, et j'en ai un à faire passer à l'ANRU notamment. Mais comment aujourd'hui ne pas prendre en compte les surcoûts qui sont liés aux questions d'inflation dans nos projets. Enfin, je veux dire, c'est... On y reviendra. Très bien, si on y revient. Mais c'est aussi ce sujet qui a été évoqué par Patricia Dudonné tout à l'heure, c'est la question du mécanisme de seconde vie. C'est-à-dire quel niveau d'ambition on se donne, qui est au-delà d'une réhabilitation thermique et qui permet d'aller plus loin, je dirais, de mélanger à la fois la réhab versus ce qui pourrait être, je dirais, des mécaniques d'aide pour la construction neuve. Donc il faut qu'on arrive aujourd'hui à passer ces caps, parce qu'encore une fois, c'est plusieurs décennies d'après pour des logements qui vont accueillir des familles et qui vont continuer leur vie. Donc c'est ça, en fait, c'est de donner une nouvelle vie à des bâtiments. Donc on peut se poser la question de la seconde vie quand même. Voilà, et bien merci Christophe Ferrari. Vous venez tout à fait de me faire le lancement de la prochaine vidéo que l'on va regarder, puisque l'Union sociale pour l'habitat a imaginé ce dispositif seconde vie. On regarde cette petite vidéo, puis je donne la parole à Emmanuel Cos juste après. Les bailleurs sociaux sont pleinement engagés dans la rénovation énergétique de leur patrimoine afin notamment de respecter les objectifs de la loi climat et résilience et ainsi éradiquer les logements E, F et G. En complément, nous proposons avec la Banque des Territoires d'inventer une nouvelle manière de faire avec le dispositif seconde vie des bâtiments. Celui-ci permettra, dans le cadre d'interventions lourdes dépassant la seule dimension énergétique, de proposer un niveau de service en adéquation avec les attentes des locataires. Il évitera également les effets d'arbitrage exclusivement financiers associés à la démolition-reconstruction. Comme son nom l'indique, l'objectif est de redonner un nouveau cycle de vie au bâtiment, jusqu'à 50 ans, à travers une rénovation performante, étiquette A ou B post-travaux, et également des travaux d'amélioration de la qualité de vie pour les locataires, voire de restructuration, transformation, pour s'adapter aux nouveaux besoins en termes de logement ou d'usage. Contrairement à une démolition-reconstruction, l'approche seconde vie permet de considérablement réduire la quantité de déchets de chantier, d'optimiser le coût carbone du bâtiment exploité, de réduire le prélèvement des ressources, mais également de maîtriser un foncier déjà exploité. Au regard de ces objectifs ambitieux, il est nécessaire de construire des modalités financières et fiscales adaptées qui se réfléchissent sur le temps long. Nous proposons donc une hybridation des dispositifs actuels, offres nouvelles et réhabilitation, à travers la mise en place de prêts longs, d'une exonération de la taxe foncière et d'une TVA réduite. Par ailleurs, une évolution de la politique des loyers, dans l'esprit de la nouvelle politique des loyers NPL, apporterait un appui en termes de financement, tout en ouvrant des opportunités de mixité sociale. La question du conventionnement et de ses évolutions est alors posée. En partenariat avec la Banque des Territoires et dans le cadre d'une articulation avec l'État, nous avons élaboré un premier cahier des charges spécifique au dispositif seconde vie. Nous ambitionnons pour 2023 de le tester à travers une expérimentation sur 1000 premiers logements. Les retours d'expérience des bailleurs nous permettront d'améliorer le dispositif et de le pérenniser pour les années à venir. Alors, Emmanuel Cos, puisque l'Union sociale pour l'habitat a imaginé ce dispositif, est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui où en est-on? Est-ce que l'expérimentation a déjà commencé?
Alors déjà, je m'excuse, mais comme j'ai pas le son de la vidéo, je ne sais pas ce qui a été raconté dans cette vidéo. Mais pour revenir sur la seconde vie, l'idée est qu'en fait, on ait maintenant des dispositifs de prêt et de financement qui nous permettent d'allier ce qu'on avait déjà sur la réhabilitation, donc des prêts assez longs, mais aussi, comme c'est de la seconde vie, donc en fait, on va changer totalement de logement, on va changer les financements, la typologie, on va peut-être changer des T5 en T3, vous voyez, on va faire plus que juste une réhabilitation. L'idée, c'est que ces logements soient reconsidérés comme du logement neuf et que donc il y ait un nouveau phasage d'agrément. Donc l'objectif est cette année, en fait, de pouvoir expérimenter sur 1000 logements avec un cahier des charges assez complet, hein, qui est élaboré avec la Caisse des dépôts, qui vraiment montre, enfin, l'idée c'est vraiment que tout le monde ne croit pas qu'il fait de la seconde vie. La seconde vie, c'est vraiment une réhabilitation très lourde, une restructuration. Ça va surtout s'appliquer pour des bâtiments, on va dire, des années 60-70, assez denses, sur lesquels il y a beaucoup de restructuration à faire. Et ce qu'on espère ensuite, c'est qu'en gros, sur le volume, je dirais, des 130 à 150 000 logements que l'on va réhabiliter par an, il y a, à mon avis, environ 10 000 logements qui sont de la seconde vie. Mais ce principe-là, ça va aussi nous permettre de regarder différemment certains bâtiments qu'il y a quelques années, en fait, on a démolis, notamment parce que pour des raisons de coût, pour des raisons de financement, on ne trouvait pas la solution, en fait, pour les réhabiliter. Et parfois, objectivement, vous le savez, démolir, c'est donc avoir plus de déchets de chantier, c'est un coût carbone extrêmement important, et la restructuration, elle permet de diminuer cela. Néanmoins, il y a aussi des endroits où il faudra démolir parce que le bâtiment ne supportera pas, en fait, une réhabilitation, et surtout n'a pas de qualité. Il y a même du bâtiment qui est parfois malade. Donc en tout cas, voilà, c'est ça l'idée de la seconde vie. Après, il ne faut pas que ça fasse oublier nos revendications globales, hein. Les bailleurs sociaux, ça a été dit, veulent réhabiliter plus. Mais pour ça, ça veut dire qu'ils ont besoin aussi de soutien financier, notamment de la part du budget de l'État, parce qu'aujourd'hui, c'est plutôt les bailleurs sociaux qui sont contributeurs au budget de l'État avec une ponction qui est faite annuellement sur nos loyers. Et c'est vrai qu'il y a des collectivités qui nous aident énormément pour réhabiliter, hein, qui financent une partie de nos projets, qui nous amènent des garanties. Et donc, ça permet d'avoir des opérations extrêmement intéressantes. On peut être aussi aidé par les fonds européens dans les régions où on y a droit, ce qui n'est pas toujours le cas en Auvergne-Rhône-Alpes. Mais par contre, il faut aussi qu'à un moment, dans le budget de l'État, on aide les bailleurs sociaux à réhabiliter de cette qualité-là. Et aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le cas, même si on a eu une petite aide dans le budget 2023, mais la question est de savoir ce qu'on va avoir pour les 20 prochaines années. Christophe Charles, cette seconde vie, elle vous inspire ? Bien sûr, elle m'inspire, cette seconde vie. C'est peut-être l'occasion de se poser des questions, peut-être. De se poser des questions en disant quel système de chauffage on peut mettre en place dans cette réhabilitation, quelle est la place des habitants, quel est le confort d'été qui peut être prévu dans ces réhabilitations. Et il y a plein de sujets qui peuvent faire partie justement de cette seconde vie. Oui, on le disait, ce n'est pas seulement la rénovation thermique. Emmanuel Cos a évoqué des bâtiments qui ont été détruits, qui n'auraient pas dû l'être. Est-ce que, par exemple, chez Apsys, on détruit beaucoup de bâtiments en ce moment? On n'est pas des gros démolisseurs. De toute façon, dans le logement social, je pense qu'Emmanuel Cos l'a évoqué, c'est notre patrimoine, c'est notre outil industriel, si on veut parler de cette manière-là, pour que les gens comprennent. Donc, on n'a pas une volonté de démolir. Et ce que disait Emmanuel Cos, c'est pas qu'on n'aurait pas dû, c'est qu'au moment où on l'a fait, souvent, on n'avait pas d'autres moyens, soit effectivement liés à la qualité intrinsèque du bâtiment, soit liés aux techniques qu'on avait au moment où la décision a dû être prise. Et puis, il y a quand même un élément qui, justement, a bien été évoqué par Emmanuel, c'est la question du financement. C'est-à-dire que je pense qu'on est tous volontaires pour garder notre patrimoine, sauf que quand on commence à faire des études un peu poussées, M. Ferré en a parlé tout à l'heure, et qu'on voit qu'on passe de 40 à 50, puis 60, puis 80, puis 90, et que finalement, pour faire quelque chose qui soit vraiment acceptable dans le monde d'aujourd'hui, il faut mettre
pas loin de l'équivalent du neuf ou à peu près, et ben effectivement, le bailleur est en situation de se poser la question parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de ligne financière pour cette seconde vie. Emmanuel Cos parlait de la question des travaux qui sont menés avec la Banque des Territoires et en lien avec l'USH et d'expérimentation. Effectivement, la question, c'est qu'il va falloir trouver une manière de refinancer comme si c'était du neuf, en repartant sur des conventionnements longs, pour que ce soit jouable pour les bailleurs sociaux, effectivement. Donc ça, c'est un gros enjeu. Après, moi, là où je rejoins ce qui a été quand même dit... ça tombe bien, par la présidente de l'USH, je m'y retrouve, j'ai pas de problème. C'est que, la massification, c'est drôlement bien, c'est un outil, mais c'est un outil parmi d'autres, parce que l'industrialisation et autres, ça peut permettre de développer des filières locales, d'aller sur des technicités nouvelles à maîtriser. C'est très bien, mais ça ne fera pas tout. Une grosse partie de notre parc ne pourra pas bénéficier de massification. Et puis l'autre aspect, c'est que effectivement, dans ce qui est attendu au niveau de la seconde vie, il y a aussi à côté de ces réhabilitations, on parlait de 140 000 logements, 150 000, 10 000 par an éventuellement en seconde vie. Il va falloir quand même qu'on continue massivement à intervenir sur le parc existant. Il y a plein d'endroits où on a des choses à faire pour des bâtiments qui ont 20-30 ans et qui n'ont pas besoin d'une seconde vie partout, mais qui ont besoin de réhabilitation très lourde. Et là, effectivement, comment financer ? Accompagné par qui ? Je rejoins ce qui a été dit par Emmanuel Cos. Les collectivités territoriales sont extrêmement présentes à nos côtés. On le salue et on les en remercie parce qu'il y a vraiment des financements qui viennent. Le grand absent restant quand même l'État. Parce que quand on regarde, quand on parle des 2 années 2021-2022, pour le département de l'Isère, c'est 11 millions d'euros sur 2 ans. L'accompagnement. Donc, quand on regarde en face ce qu'ont mis les collectivités territoriales de ce territoire sur la table pour nous accompagner, nous les bailleurs sociaux, l'État n'est foncièrement pas au rendez-vous. Et quand en face, on met la RLS, la réduction de la loyer de solidarité, aujourd'hui, ça fait un peu combat derrière-garde, mais c'est une réalité. Pour Abscis, c'est 30 millions d'euros de ponction tous les ans. Ces 30 millions d'euros, si on les mettait dans les réhabilitations, effectivement, on parlerait déjà pas tout à fait de la même chose. Donc non seulement l'État n'est pas vraiment au rendez-vous du financement de ce fameux saut qu'on veut faire, mais en plus, par ailleurs, il ponctionne de l'argent directement dans le coût de l'exploitation des bailleurs, et donc ça nous plombe un peu. Donc c'est vrai que quand on parle de seconde vie, c'est très ambitieux. Il y a la seconde vie, il y a tout le reste, et il y a tout ce qu'on se doit de faire pour les locataires, pour les habitants. À l'île d'Abo, est-ce que tous les logements sociaux devraient bénéficier d'une seconde vie ? Vous avez un parc très important, vous nous l'avez dit, plus de la moitié des logements sont des logements sociaux. Ce sont des logements sociaux anciens, des logements qu'il faut réhabiliter, tous, en partie ? Une partie des logements sociaux date des années 80. Il y en a qui ont été construits encore dans les années 2000. Donc, il nous faut être extrêmement pragmatique selon chaque opération. Mais lorsqu'on évoque la seconde vie, c'est l'occasion également de se poser sur les attentes des habitants, des attentes qui évoluent. Nous, on voit qu'aujourd'hui, dans une commune comme l'île d'Abo, nous avons beaucoup de T3, T4. On a plus besoin de T2 et de grands logements pour les familles. On a également, et M. Charles l'a évoqué, le vieillissement de la population, le handicap. Donc, c'est l'occasion, la seconde vie également, de répondre à de nouveaux besoins. Et enfin, un élément qui est extrêmement important et sur lequel on doit s'améliorer, c'est l'accession sociale et le maintien du parcours résidentiel d'une partie de notre jeunesse qui, sinon, se trouve à aller encore plus loin. Et finalement, la seconde vie, je pense, c'est une opportunité. Mais si on a des financements, comme vous l'avez dit, parce que c'est quand même le nerf de la guerre, c'est une opportunité pour répondre encore plus aux besoins et aux attentes de nos citoyens. Christophe Ferrari, la seconde vie, ça arrive finalement à point nommé au carrefour entre une modification structurelle de la population, avec plein de choses qui évoluent, à la fois les coûts, les changements de vie, les gens des familles qui changent, etc. On découvre quand même, on redécouvre... Alors je dis pas qu'on découvre le changement climatique. Non, mais comme aurait dit ma grand-mère, on redécouvre le fil, le couteau à couper le beurre, quoi. Le fil à couper le beurre. Le fil à couper le beurre, pourquoi ? En fait, tout ça, c'est quand même du bon sens. C'est-à-dire qu'on a quelque chose déjà posé, des logements déjà posés, et on se dit finalement, ils ont été constitués, fabriqués à un moment donné où les attentes des gens étaient ce qu'elles étaient. Et aujourd'hui, les attentes de la population, post-Covid, où j'en passe,
sont différentes. Et du coup, on les modifie, on les transforme pour pouvoir leur donner, les faire partir sur 50 ans. Moi, je trouve que c'est une magnifique promesse, en fait. C'est une magnifique promesse que l'on peut faire avec ce que l'on a. Et finalement, de se dire que ce que l'on a, on peut le garder, le transformer, le faire évoluer. Et moi, je trouve qu'on est directement dans cette circularité de l'économie que l'on essaye de théoriser, mais qui finalement, on arrive à en parler aussi simplement aujourd'hui. Mais pour cela, il faut des moyens supplémentaires, parce qu'encore une fois, forcément, vous avez épuisé les années de crédit, je dirais, de vie du logement. C'est aussi simple que ça. Vous l'avez construit, vous avez les crédits qui se sont tout simplement qui se sont terminés, et vous repartez pour une nouvelle vie d'un logement. Donc c'est pas illogique que les moyens financiers nécessaires à cette nouvelle vie soient largement supérieurs à une simple réhabilitation basique des choses. Donc ça, pour moi, c'est l'avenir. Mais je rebondis sur ce que disait Patricia Dieudonné. Moi, je considère qu'aujourd'hui, je trouve que ce gouvernement n'aime pas la question du logement. Je trouve que c'est pas du tout Startup Nation, le logement. C'est du temps long. Donc, c'est pas hyper sexy. Un pognon de dingue? Oui, mais un pognon de dingue. Mais pourquoi, en fait? Un pognon de dingue, pour qui? En fait, c'est une filière locale, l'économie locale, c'est des entreprises, c'est des TPE, des PME, des constructeurs, des bâtisseurs, des transformateurs. C'est les gens qui sont ici, qui achètent leurs baguettes au coin de la rue, c'est ça. Et c'est là où je ne comprends pas le concept que finalement on ne mette pas les moyens sur cette politique du logement, qui est quand même la première des grandes solidarités de ce pays, offrir un toit aux familles, un toit digne, de bonne qualité pour pouvoir y vivre et constituer sa vie, construire sa famille, etc. C'est une belle promesse républicaine, non? Ce qui est peut-être un peu Startup Nation, ce qui pourrait motiver l'État, c'est que c'est aussi un facteur d'innovation, finalement, tout ça. C'est un petit peu ce qui est un peu triste, on s'attache tous, et je ne pense pas que ce soit Emmanuel Cos à l'USH qui dira le contraire, à démontrer congrès après congrès que le logement social, c'est pas un machin poussiéreux fait de vieilles dames ou de vieilles entreprises, c'est un lieu d'innovation constante. On a parlé des massifications tout à l'heure, même si c'est un outil parmi d'autres, c'est aussi une manière d'aller chercher de l'innovation, c'est aussi une manière de faire autrement. On est toujours dans le logement social en train de se poser la question du faire autrement, d'aller chercher des solutions. Abscis travaille sur un projet qui s'appelle Territoire, sur la démarche Territoire Solutions, avec la French Tech in the Alps de Grenoble. Ça ne plaît pas. Et où on fait des meet-up, on va chercher des startups pour travailler sur le confort d'été, sur l'humidité dans les logements, sur l'autoconsommation collective. Donc, le logement social, il est plutôt à la pointe de ces interrogations. Et on a toujours été chercher dans l'innovation la réponse aux problématiques. C'est-à-dire qu'on n'a pas... Le logement social, c'est pas des gens qui sont assis autour du table en disant il nous manque, comme aurait dit ma grand-mère, 3 sous pour faire 1 franc, donc tant pis. C'est dommage. Les grands-mères sont les grandes pensées. C'est dommage. On est plutôt à se dire comment, en innovant, on trouve la réponse à notre questionnement. Et donc, je pense qu'il est temps, dans l'image qu'on peut donner, de sortir de ce côté poussiéreux, parce que le logement social est loin de l'être, il est innovant, il a des idées, la question de la seconde vie le montre, on est capable d'aller chercher des partenaires type Banque des territoires, on est capable, les collectivités qui connaissent bien leur territoire nous accompagnent sur ces recherches-là et ces attentes-là. Par contre, oui, effectivement, on aurait besoin, au vu de la taille des enjeux, on parle de plusieurs milliards d'euros sur plusieurs années, on aurait besoin d'une implication, d'une priorisation forte par l'État, c'est clair. On avait évoqué la place de l'habitant. Christophe Charles, vous êtes aussi dans vos différentes casquettes au contact des habitants, et c'est aussi ce qu'ils vous disent. Ils ont envie d'une réhabilitation, mais une réhabilitation qui soit dans le sens de l'histoire, de l'innovation aussi. Tout à fait. Je suis également, donc j'ai une autre casquette, je suis également vice-président à Vienne-Condrieu Agglomération en charge de la politique de l'habitat et des quartiers politiques de la ville, et on vient de réaliser le plan local de l'habitat. Et dans ce plan local de l'habitat, ça fait partie des actions, bien sûr, de faire participer les habitants, d'avoir des agences, d'avoir un accueil dans les communes, sur le terrain. Et c'est important, dans notre politique de l'habitat, d'avoir une action qui corresponde aux besoins et aux attentes de nos habitants dans le cadre des parcours résidentiels. Il ne faut pas oublier les jeunes. C'est vraiment donc toutes les classes d'âge qui sont concernées. Et nous, dans le PLH que nous avons mis en place, on est aussi beaucoup dans la réhabilitation
des logements sociaux du territoire deviennent quadrilleux agglomération, et notamment dans les communes comme Vienne, où il y a besoin, il y a du retard. Et dans les communes-villages, au contraire, on crée des logements sociaux plutôt neufs. Donc c'est bien qu'il y ait aussi un équilibre. On peut faire aussi du logement social dans nos communes rurales. C'est aussi important parce qu'on a de la précarité. On a des familles monoparentales. Depuis 2 ans, les familles monoparentales, ça a explosé en termes de chiffres. Et lors de mes rendez-vous de maire aussi à l'usiné, eh ben, j'ai beaucoup de familles monoparentales qui viennent nous demander du logement social. Donc c'est important qu'on crée aussi du logement social dans nos communes rurales. C'est aussi important. Et c'est important, je reviens au niveau du département, qui est une équité territoriale. Et l'équité territoriale, c'est que les territoires de montagne, les territoires ruraux, les territoires urbains, eh ben, soient tous concernés, et que dans la participation financière, on est en train d'y préparer au niveau du département, qu'il y ait des territoires de montagne où il y a un peu du retard, mais il faut aussi qu'on les aide aussi encore plus. Voilà. Je crois qu'il est maintenant temps, on avait envie d'y aller vite sur le financement parce qu'évidemment c'est le nerf de la guerre, mais ça fait l'objet de notre 3e temps. Et on va regarder encore une fois une petite vidéo avec un expert USH qui va nous expliquer les enjeux de ce financement. La sobriété énergétique appartient au temps court, à l'immédiateté, à l'usage. Les actions qui sont reliées à la sobriété énergétique généralement dépendent d'actions de formation, de sensibilisation aux éco-gestes et sont parfois reliées à la pose de petits équipements comme les prises coupe-faille. Donc c'est tous des éléments pour lesquels de la ressource existe, de la ressource institutionnelle, mais aussi toute une interaction avec le tissu associatif comme pour la pose des kits éco-gestes et sobriété dans les logements. L'efficacité énergétique, quant à elle, appartient de manière plus diffuse au court et au moyen terme et s'exprime sur des échelles diverses. Si on reprend par exemple le remplacement d'un équipement ancien par un équipement plus performant, on s'inscrit déjà dans des actes d'efficacité énergétique et des moyens de financement sont déjà en place pour financer ces actions acte par acte. On peut citer par exemple les certificats d'économie d'énergie, les C2E, ou MaPrimeRénov', très bien connue des particuliers. Plus ambitieuse, la réhabilitation énergétique s'inscrit dans une démarche plus globale et sur une temporalité plus longue. Si le financement des gestes et des actions acte par acte continue d'y trouver du sens, ils doivent être amendés par des solutions de financement plus adaptées sur des temps plus longs. On peut citer l'éco-pré-logement social, l'éco-PLS, qui vient de fixer des conditions favorables de prêt sur 25 à 30 ans. Si l'on se fixe le cap du zéro carbone, le piège serait de croire qu'il s'agit juste d'une marche supplémentaire appliquée à l'efficacité énergétique. Or, la nature de l'obstacle, ici le carbone, est radicalement différente. Le carbone est un intangible par définition et il peine à trouver sa place dans les représentations stratégiques et dans les plans économiques. Pire encore, la performance carbone peut parfois entrer en compétition avec la performance énergétique. On se rend compte alors que les moyens de financement ne sont plus adaptés. Tout un pan de la finance bas carbone reste à co-construire collectivement pour le logement social. On peut citer par exemple l'initiative Seconde Vie, qui est une réponse complémentaire mais non universelle au sujet de la stratégie nationale bas carbone, la SNBC, pour s'y inscrire. Alors Patricia Dudonné, si je comprends bien, en fait, pour chaque problème, il existe un financement et on ne peut pas mélanger les deux et ça nous embête. C'est un petit peu, oui, c'est un petit peu le sujet. C'est quand on parle de seconde vie, par exemple, c'est qu'on se dit comment on pourrait appliquer finalement des financements favorables qu'on trouve dans le neuf à une réhabilitation ambitieuse. Quand on parle de C2E, comment on peut à la fois bénéficier de C2E, à la fois bénéficier de fonds européens, de subventions. Des fois, effectivement, tout ça se percute. Il y a aussi la question du dégrèvement de la taxe foncière, qui est un vrai sujet aujourd'hui, parce que quand on a des logements qu'on garde, au bout d'un certain nombre d'années, ils sortent du dégrèvement d'exonération de la taxe foncière. Donc, si on fait de très grosses réhabilitations, comment le dégrèvement de la taxe foncière peut continuer à nous accompagner sur des sujets comme ça. Après, on peut se dire aujourd'hui que le gros de ce qu'on fait, c'est quand même de l'emprunt. 81% dans la structure moyenne d'un projet, c'est 81%, c'est de l'emprunt. Combien ça coûte un projet de réhabilitation lourde ?
Alors, un projet de réhabilitation ambitieuse, avant 2022, on pouvait s'en sortir autour de 40 000 euros. Aujourd'hui, si on veut faire quelque chose, on est plutôt entre 50 et 60 000 euros pour faire quelque chose d'ambitieux. Et on ne parle pas de seconde vie, là, on parle juste d'une belle réhabilitation thermique par logement. Donc, c'est des coûts qui sont très importants. Nous, on a fait le calcul, c'est 170 millions par an qu'il faudrait pour l'Isère pour pouvoir avancer dans de bonnes conditions et tenir le rythme qu'on s'est donné. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, on y est très loin pour aboutir aux objectifs collectifs qu'on a, aux objectifs nationaux. Donc c'est ça qui nous fait un peu grincer des dents. Il faut qu'on arrive à trouver... Alors, ça a été présenté dans la vidéo de l'USH. Il y a des financements, il faut aller les chercher, il faut monter des programmes. Mais il faut que tout le monde soit conscient que, ça a été également dit dans la vidéo, on ne parle pas simplement de, tiens, si on accélérait un petit peu certaines choses pour pallier l'augmentation des coûts. On est sur toute autre chose aujourd'hui si on veut vraiment avoir une accélération qui nous permette de tenir ces enjeux 2050. Avec peut-être une petite nuance aussi, on a beaucoup parlé des F&G. Et c'est important, des bâtiments d'étiquette F&G. Je pense qu'il est quand même, et de la seconde vie en disant qu'on pouvait aller très loin. N'oublions pas qu'aujourd'hui, on l'a dit un peu en introduction, en Isère, c'est 3% de notre parc social. C'est 7,8% au niveau national. Ça veut dire qu'il en reste encore une grosse part derrière qui est en E. Et qu'il ne faut pas oublier, parce que beaucoup des modes de financement, beaucoup des démarches, des dispositifs mis en place sont aujourd'hui concentrés sur les F&G. On a intérêt à bouger assez vite, on a intérêt à s'interroger assez rapidement, parce que j'ai envie de dire très vite, les E sont derrière quand même. Donc il faudra vite faire quelque chose. C'est l'État qui peut faire changer ces normes. Alors l'État nous a donné une deadline à 2034 pour les E. 2034 pour nous c'est demain pour les E. Les collectivités territoriales sont plutôt très réactives et à ce compte-là, le département en particulier apporte des souplesses par rapport à la compréhension en disant si le bailleur a bien fait ses F&G, il peut déjà penser à présenter des dossiers en E et tout ça, alors que l'État est assez rigide aujourd'hui. C'est des F&G qui sont ciblés et donc on est un certain nombre de bailleurs à avoir beaucoup de E à l'étude et à avoir aujourd'hui quelques difficultés parfois à trouver les bons financements pour aller sur les E. Or, les E, c'est juste l'étape d'après. Moi, je répète, 2034, c'est demain matin pour du bâtiment. Oui, Christophe Charles, sur les E, bâtiments E. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, Mme Dionnet, nous avons 5000 logements qui sont prévus donc, pour les F&G. Et pour les classes en E, c'est 13 000 logements d'ici 2034. Donc tout à fait, on aura cette souplesse, bien sûr. C'est bien prévu donc, dans notre projet d'action d'éradication des passoires thermiques. C'est 15 millions d'euros. Voilà, donc c'est 15 millions d'euros pour les logements sociaux, mais on a aussi, après, toute l'action qu'on va mener aussi pour les logements communaux, pour 3 millions d'euros. Christophe Ferrari, évidemment, il faut toujours donner une limite. Et quand on est à la limite, c'est compliqué. Mais est-ce que vous aussi, pour la métropole, vous vous intéressez à ces logements qui sont quand même des passoires énergétiques et qui, au sens de l'État, doivent aller un peu moins vite ? Bien sûr qu'on s'y intéresse. On s'intéresse au logement de façon très forte depuis toujours. Je rappelle, par nos dispositifs d'aide à la réhabilitation, à la construction, par les garanties d'emprunt qu'on permet d'avoir aux opérateurs locaux. Revenons sur les chiffres. Patricia Dudonné a dit qu'il faut un besoin de 170 millions d'euros par an dans l'Isère. Je coupe le département en deux pour essayer d'avoir une part de la métropole un petit peu moins. En fait, de quoi parlons-nous, en fait, financièrement ? De quoi parlons-nous par rapport à l'enjeu qui est devant nous ? On parle de 80-90 millions d'euros sur une durée qui est plutôt importante. Ça veut dire que, en fait, c'est pas une politique qui n'est pas à notre portée de main. Au contraire. Et c'est là pourquoi nous, la métropole, on considère que c'est un enjeu majeur immédiatement et de durée. Donc, il nous faut des dispositifs qui sont inscrits dans la durée avec la souplesse, parce que à un moment donné, si on a envie de démarrer aussi les E, tant mieux, c'est plutôt bien, donc il faut y aller. Si on peut arriver avant 2050, c'est formidable. La neutralité carbone aujourd'hui, c'est 2050, mais il n'est pas impossible qu'on nous explique quand même très vite que ça ne sera pas 2050, ça sera quand même plus tôt. Donc c'est là où il nous faut, voyez que ce n'est pas absurde en termes de montant, mais pour cela, il faut des bailleurs sociaux qui aient les moyens de pouvoir faire, et effectivement les collectivités qui aient les moyens aussi d'assumer. Mais c'est pas, on ne demande pas le Père Noël non plus.
On demande une politique qui soit continue, avec un effort qui soit soutenu, durable, pour qu'on puisse mener cela. Et moi, je pense que c'est une des plus belles politiques qu'on ait à mener. Et en plus, si on veut monter en puissance, il va falloir qu'on stimule l'activité économique, c'est-à-dire que tout simplement, il va falloir qu'il y ait des entreprises qui puissent suivre derrière. Notre sujet, c'est quand même ça. Vous prenez Murmure, je vais vous donner un petit exemple. On a 5 grands façadiers locaux. 5 pour toutes nos copropriétés privées. 5. Je ne peux pas imaginer qu'on ne puisse pas avoir dans ce beau et grand territoire, à l'échelle de l'arc alpin, à l'échelle un peu plus large, plus de façadiers pour faire plus de copropriétés. On crée des emplois, on crée des entreprises, on stimule l'activité. Tout ça n'est que bon. Cet argent qui est dépensé là, il revient dans le territoire et il reste dans le territoire. Ça, c'est la vraie et belle économie qu'il nous faut absolument stimuler. Emmanuel Cos, en imaginant ce dispositif seconde vie, et vous saviez que le besoin en financement serait important, et c'est ce que vient de dire Christophe Ferrari, c'est peut-être ce que vous dites aussi à l'État, que c'est de l'économie circulaire, que c'est pour l'avenir finalement cette somme, et elle n'est pas si importante quand on la traite, on la fractionne sur 30 ans par exemple, une durée de logement, 40 ans. Alors, tout d'abord, je remercie le président Ferrari pour les propos qu'il a tenus sur le logement, parce que c'est très clair que on manque quand même de soutien et de compréhension de l'ensemble de la chaîne du logement et de l'intérêt de mettre au cœur des politiques les enjeux du logement, notamment dans une société comme la nôtre qui est quand même assez fracturée. Après, pour revenir à votre question, je pense qu'il faut pas tout voir selon l'histoire de la seconde vie, hein. La seconde vie, c'est une partie des réhabilitations, mais ce n'est pas ça le gros des réhabilitations. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on doit réhabiliter 1 million de logements en 10 ans. Donc en effet, on va le faire, Patricia l'a précisé, avec des prêts, avec parfois des augmentations de loyer, parce qu'il faut aussi dire qu'on va complètement changer aussi la qualité du logement, avec des subventions. Mais ce qui est un peu étonnant aujourd'hui, c'est que vous avez 7 milliards d'euros sur MaPrimeRénov' pour l'habitat privé, et qu'au final, dans le logement social, on a eu un peu d'aide sur le plan de relance, mais c'est tout. Y compris, on a enfin obtenu 200 millions d'euros de subventions pour 2023 pour notamment aider les F&G, mais c'est évidemment pas suffisant. Moi, je demandais 500 millions d'aide. Et c'est pas beaucoup par rapport à 7 milliards, vous voyez, pour faire 150 000 logements par an. Donc, je pense qu'il faut simplement admettre que les enjeux de transition et d'accélération de la rénovation, ça ne se fait pas à standard économique identique, et qu'il faut aller chercher un peu de financement pour y compris permettre aux bailleurs de réinvestir. Parce que ça a été dit, hein, les réhabilitations maintenant moyennes, c'est en général entre 50 et 60 000 euros au logement. Ça peut aller beaucoup plus loin, ça peut parfois être au-delà de 100 000 euros au logement, et donc parfois même plus élevé que la valeur du logement en tant que tel. Et pourtant, on pense essentiel de faire ces travaux. Ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, ce qui est important, c'est que les bailleurs, ils savent justement lisser l'effort financier sur de longues durées, ce que vous venez de dire. Donc en effet, on va être capable sur 30, 40, 50 ans de lisser cet effort financier. Mais néanmoins, s'il n'y a jamais de l'argent frais qui rentre dans nos comptes, ça va pas suffire. Donc malgré tout, il faut quand même accepter qu'il y a une part de besoin de financement public. Ça peut être des fonds décidés par l'État, ça peut être des fonds européens, actuels ou nouveaux, et puis ça peut être aussi des facilités fiscales. Une revendication de l'USH depuis longtemps et qu'on remet encore sur la table, c'est d'avoir une TVA réduite sur tous les travaux de rénovation, par exemple, et que tout soit à 5,5 de TVA, voire comme l'Europe le permet aujourd'hui, à un taux spécifique de 2,5. Ça serait vraiment un coup de pouce important qui permettrait aux bailleurs d'avoir en fait des coûts de travaux qui soient un peu différents. De la même manière que demain, j'espère qu'on aura des financements nationaux qui vont valoriser ce que font les bailleurs quand ils réhabilitent avec des écomatériaux, qu'ils utilisent du bois, de la paille, qu'ils utilisent moins de béton en fait pour réhabiliter, de la laine de bois, etc. Aujourd'hui, que vous ayez une réhabilitation très vertueuse avec des écomatériaux et donc très peu carbonés, ou une réhabilitation classique, vous avez le même type de soutien. Donc ça, c'est une difficulté.
Après, ce qu'il faut comprendre, parce que j'ai bien entendu l'impatience des bailleurs isérois sur les aides, sur leur logement, notamment sur les logements dits E. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plein de bailleurs qui aimeraient être aidés sur ce sujet-là et ne le sont pas parce qu'en fait, il n'y a pas assez d'aide. Mais il faut comprendre quand même qu'il y a des bailleurs qui ont des logements G et F. Il y en a quand même à peu près 400 000 sur l'ensemble du territoire national. Et moi, j'ai jugé que ça devait être la priorité. Et donc, c'est vrai qu'actuellement, le peu d'aide de l'État que nous avons, on l'a mis sur ces logements-là parce que c'est important. Et notamment, ça a été dit, il y a la question des logements de montagne, et notamment les bailleurs sociaux ont du logement aussi en montagne. Ça va être une des questions assez essentielles. Mais c'est vrai que là, je pense que ce qu'on est en train de dire tous ensemble, c'est que c'est pas juste... on ne doit pas chercher de l'argent pour 2 ou 3 ans. Vous voyez, il ne s'agit pas de mode de financement pour juste passer une petite crise. Il s'agit vraiment qu'on puisse réhabiliter pour les 20 prochaines années. Parce que nous, bailleurs sociaux, c'est ce qu'on a prévu. On fait les EFG dans les temps d'ici 2034. Et puis après, on va commencer à travailler sur les D pour les ramener en A et B. Donc ça veut dire que nous, on est parti jusqu'en 2050 pour réhabiliter quasiment plus de la moitié du parc de logement social. Et je pense que c'est important que tout le monde ait ça en tête, parce qu'y compris économiquement, c'est l'économie circulaire, c'est des emplois qui ne sont pas délocalisés, c'est une qualité de vie qu'on ramène dans nos résidences. Donc je pense que c'est extrêmement vertueux pour l'économie et pour la société. Et donc le bon sens devrait faire qu'on soit plus aidé que des activités économiques qui sont beaucoup moins vertueuses. Même si pour l'instant, je ne suis pas encore totalement soutenue sur ce sujet. Patricia Dieudonné, est-ce que vous êtes optimiste un peu plus qu'Emmanuel Cos? Oh, je ne pense pas qu'Emmanuel Cos soit pas optimiste. Elle est au contraire, elle est combative, voilà, par rapport au sujet qu'elle porte pour les bailleurs sociaux. Moi, je pense que de toute façon, historiquement, on a toujours été au rendez-vous, là où on nous attendait. Les bailleurs sociaux sont des gens responsables qui avancent dans le bon sens. Et on a parlé de plein de choses aujourd'hui. On a beaucoup parlé de la seconde vie, mais on a vu que c'était un outil. La massification, c'est un outil. On est allé s'inspirer de choses comme Energy Sprong aux Pays-Bas, mais on n'a pas calqué ça. On en a fait un outil aussi. On discute localement avec les collectivités qui nous soutiennent. Et je le répète, en particulier en Isère, on a vraiment cette chance, tous les EPCI, le département nous soutiennent beaucoup dans nos actions, dans la limite de ce qui est leurs compétences et leurs ressources, bien évidemment, mais on a un vrai dialogue partenarial pour construire ensemble des solutions. Je sais que demain, ils seront là sur la seconde vie, mais comme ils ont été là sur la réhabilitation, comme ils sont là quand on parle de massification sur certains territoires, je pense à l'ANRU ou sur la résidentialisation, comme monsieur le maire en a parlé, ces partenariats-là, collés au territoire, avec nos entreprises, en faisant grandir nos filières, moi, je crois beaucoup au métier que je fais, donc je ne vais pas vous dire que je ne suis pas optimiste, mais comme Emmanuel Cos, je suis combative, c'est-à-dire qu'on est aussi là pour dire ce qu'on fait, cette plus-value qu'on amène, plus-value économique qu'on amène sur nos territoires, cette valeur ajoutée, elle existe. Je veux dire, on n'est pas des mendiants de subventions nationales. Quand on parle, par exemple, quand Emmanuel Cos parle d'une TVA à 5,5 ou à 2,5, ce n'est pas pour l'État une subvention, c'est un manque à gagner sur quelque chose qu'on fait. Ça veut dire que si on nous empêche de faire, de toute façon, c'est de l'argent qui n'ira pas. Enfin, je veux dire, il faut bien voir le raisonnement. Donc, on n'est pas des gens qui allons mendier de la subvention. On demande de se mettre dans un dispositif qui nous permette de faire. On est quand même, voilà, on pourrait rester planqué en disant de toute façon, il n'y a pas de sous, donc on n'y va pas. Nous, on ne demande pas mieux que de faire. Donc voilà, et c'est tout ce qu'on souhaite. On a plein d'idées. La réhabilitation, elle a plein d'entrées pour la faire. La seconde vie en est une. Mais moi, je tiens à rappeler, alors je comprends ce qu'a dit Emmanuel sur les FEG d'abord. Il faut déjà aider les bailleurs. Vous êtes trop bon en Isère, vous êtes allé déjà peut-être ça, trop loin. on est peut-être trop bon. Mais je pense qu'Emmanuel Cos dira pas le contraire. On a aussi plein d'enjeux à côté de la réhabilitation thermique. Nous, on est sollicité par des collectivités où parfois on a des bâtiments assez anciens qui sont peut-être voire mais qui ont besoin d'intervention parce qu'il y a des dysfonctionnements, parce qu'ils ont un certain âge, qu'ils ont moins bien vieilli que d'autres. Il n'y a pas que le thermique. Il y a les besoins qu'il peut y avoir à un moment donné dans un quartier. M. Ferrari a parlé aussi de décalage. On peut être amené à intervenir dans des collectivités parce qu'on construit beaucoup et qu'on ne veut pas créer ce décalage par rapport au parc existant. Donc, on a plein d'enjeux que nous, les bailleurs sociaux, on prend de front. On n'a jamais rien laissé de côté, on y va.
Bon, on souffre parfois dans notre amour-propre d'être si peu reconnu pour ce qu'on fait, ça c'est vrai, mais pas au niveau local, et ça on le reconnaît plus au niveau national. Et puis peut-être il faut voir aussi que parfois la rénovation thermique peut se faire aussi au détriment de la facture du locataire. Si on change de système, mais que tout d'un coup il se retrouve à avoir plus de charges qu'il n'avait pas auparavant, alors ça c'est à petite échelle, mais ça c'est plus des questionnements qu'on a aujourd'hui, parce que par exemple vous avez certaines étiquettes énergétiques, les FEG et les globalement, sont pas trop concernés. Mais on voit bien, par exemple, que quand on veut passer des logements de DAC, par exemple, ou qu'on a un vrai gap, quand on veut vraiment y aller, il y a un moment donné, ça ne fonctionne que non plus par des matériaux, de l'isolation, des choses comme ça, mais par du monitoring. Ou par exemple, M. Charles a parlé de changement de mode de chauffage. Nous, on a des exemples qu'on partage chez Apsis. Vous enlevez l'électricité, zéro maintenance pour le locataire. Vous dites, on va lui mettre, par exemple, en individuel, un poêle à granules. C'est formidable parce que c'est beaucoup plus écologique, c'est bien mieux, il va pouvoir réguler lui-même. Vous faites ça. Non seulement, alors, il se retrouve dans les aléas de la vente des granules, mais ça, c'est un autre sujet. On pense que c'est juste conjoncturel. Mais surtout, par exemple, on va lui ajouter de la maintenance. Son poêle, il faudra qu'il ait une maintenance de 200, 250 € par an qu'il n'avait pas avant. Donc, il faut faire le bon calcul pour que notre locataire, au bout du bout, il ait vraiment une baisse non seulement de sa consommation, de sa trace carbone, mais aussi de son bas de quittance. Et ça, quand on a tout mis bout à bout, nous, les bailleurs sociaux, on est des gens responsables. On regarde la complétude de ce qu'on fait, ce qui rend les choses complexes et qu'elles ne s'écrivent pas dans des démarches très simples. Mais voilà, à part ça, on est volontaire, même si c'est compliqué, on a toujours été volontaire à faire des choses compliquées. Alors, on l'a dit, les collectivités vous aident beaucoup, par exemple, pour la métropole La métropole, d'abord, la question du logement est une priorité politique majeure, à la fois la construction neuve comme la question de la réhabilitation, copropriété comme parc social, les entreprises, les maisons individuelles. Donc on a la totale, je dirais, de ce qu'est aujourd'hui la question de l'habitat. On a un PPI, un plan pluriannuel d'investissement, je le rappelle, qui est de 2,6 milliards à l'échelle de 2030, sur lequel, évidemment, la question du logement est une des premières priorités. Avec 1000 logements sociaux à construire en neuf. La question de la réhabilitation, 600 logements sociaux réhabilités par an, c'est l'enjeu que l'on porte. Et ensuite, comment on arrive à accroître la question des copropriétés dégradées aujourd'hui. Donc, on est sur tous les bouts, sans tabou. Donc, si je peux m'exprimer ainsi. Patricia Dudonné, l'argent qui manque, on va le chercher où ? Je l'ai évoqué tout à l'heure. Nous, on a évoqué la TVA. Emmanuel Cos a évoqué votre première revendication. La revendication de l'USH. Il y a la RLS, mais je dirais, nous ne sommes pas résignés, mais on a bien compris qu'on était peu entendus. Mais moi, je répète, la RLS, c'est quand même une ponction directe sur nos résultats d'exploitation, ce qui est quand même inédit. Tous les bailleurs sociaux en parlent. Voilà, et je veux dire, ça pèse sur l'ensemble du monde HLM. C'est quand même quelque chose d'inédit, parce que quelque part, nos ressources d'exploitation, ce sont les loyers de nos locataires. Et donc, c'est une ponction qui est faite directement sur les loyers de nos locataires. C'est ça la réalité. Même si on nous dit qu'en fait, par un moyen détourné, on compense une baisse de l'APL, ça vous ne l'avez pas vu venir. Ça, voilà. Et donc aujourd'hui, je dis pas qu'on a renoncé. Enfin, Emmanuel Cos n'est pas du genre à renoncer. Mais nous, on apprend localement chez les organismes de logements sociaux en local à vivre avec, parce qu'on a bien compris qu'on n'avait pas de choix à court terme. Mais c'est quand même en période où un taux du livret A qui explose, où on a des coûts de construction qui augmentent très vite, où on a des enjeux. On les a évoqués pendant tout le temps ce webinaire. Cette ponction, quand on la voit apparaître dans notre compte de résultats, pour le coup, elle est très visible, elle nous fait un peu mal au cœur parce qu'elle serait tout à fait en bas dans notre autofinancement. C'est des fonds propres en plus pour faire plus l'année d'après. Donc aujourd'hui, on voit bien où ils sont les leviers. On voit bien que on parlait de la position de l'État. Oui, la RLS, c'est l'État, la TVA, c'est l'État. Et aujourd'hui, on voit bien que les collectivités locales aussi ont des discussions avec l'État sur les questions de dotation et autres. Et donc, on voit bien qu'on pourrait faire mieux si on avait cet argent-là. La Banque des Territoires est un vrai partenaire, même si, comme tout le monde, on râle après notre banquier. C'est normal, c'est dans l'ordre des choses. Mais la Banque des Territoires, on travaille sur énormément de sujets avec eux. On a parlé des coprés, on a parlé de seconde vie. Voilà, on trouve aussi des lieux de discussion et de débat.
Mais on voit bien où est le levier quand même. Je pense qu'on l'a bien évoqué aujourd'hui, c'est évident. Emmanuel Cos, vous parliez il y a quelques minutes d'aller chercher des fonds européens. Ça, est-ce que vous êtes déjà en discussion? Non, déjà, il y a des fonds qui existent, hein. Il y a le fonds FEDER, hein, donc bon, c'est compliqué d'en parler dans votre région puisque les bailleurs sociaux n'ont pas été formidablement aidés pour bénéficier des fonds européens sur les enjeux de réhabilitation, contrairement à d'autres régions. Mais c'est quand même, quand les fonds sont octroyés selon des conditions assez importantes, ça a été un moyen de financer les choses de manière importante. Et puis on voit quand même qu'au niveau européen, mais aussi au niveau français, il y a la volonté d'avoir des fonds qui aident à la décarbonation. C'est les nouveaux termes employés, décarboner l'économie. Le président de la République a encore dit ce week-end, si j'ai bien compris, qu'il fallait faire plus d'efforts. Donc tout ce qui peut permettre en fait de financer nos activités de décarbonation me semble utile. Et je pense que notamment demain, si l'Europe veut que l'ensemble des pays européens progressent extrêmement rapidement, bah, il faudra que des activités comme la nôtre, qui est de réhabiliter, donc de produire de l'activité économique avec des emplois non délocalisables, qui permettent de baisser les émissions de gaz à effet de serre et qui ramènent de la qualité dans l'habitat et avec des prix en plus, pour notre part, des loyers qui sont encadrés et modérés. Je pense que c'est ça qui peut permettre d'aller chercher plus de fonds. Alors, on a eu déjà des aides, hein, il y a eu des partenariats, notamment, alors là, plus sur les investissements avec la Banque européenne d'investissement, la BEI, mais je pense qu'on n'est qu'au début. Et c'est quand même vrai qu'on voit cette mutation de l'économie, et notamment dans la partie immobilière, et il me semble que demain, il faut qu'une partie des fonds européens, même des nouveaux fonds qui aident à la décarbonation, aillent vers nos activités qui sont aujourd'hui finalement peu aidées, ou parfois elles le sont, mais y compris, voilà, on a parlé des collectivités qui, objectivement, hein, dans certaines régions, et c'est le cas ici en Isère, sont présentes, ont des politiques du logement, aident les bailleurs, d'ailleurs les poussent un peu à faire plus. On sait aussi qu'il y a des collectivités qui ont très peu de capacité financière pour le faire. Donc il faut qu'on trouve aussi des moyens d'avoir des modes de financement qui soient équitables pour l'ensemble des bailleurs et l'ensemble des territoires. Alors, on va passer du général, enfin du très grand au très petit. Oui, bien sûr. Je représente le département, mais je voudrais quand même défendre la région, parce que la région, on bénéficie des fonds européens, que ce soit la métropole, que ce soit le département, pour nos politiques d'action sociale. Et ces politiques d'action sociale servent aussi pour le logement et nos ménages qui sont les plus défavorisés. Et nous, au niveau du département, on a le FSL. Le FSL, c'est le financement des ménages pour l'accès et le maintien dans leur domicile. Donc, c'est très important. Il y a la prévention des expulsions. Et puis, il y a aussi tout le travail du domaine commun avec nos travailleurs sociaux dans les maisons du territoire qui viennent aider par leurs actions, nos travailleurs sociaux, nos assistantes sociales. Et toute cette action-là, elle sert aussi aux ménages que vous retrouvez chez les bailleurs sociaux, qui sont nos locataires. Cyril Marion, je voulais vous interroger. Donc, du très grand, l'Europe, aux financeurs peut-être très petits. Est-ce qu'on peut imaginer, vous qui êtes aussi maire d'une commune, que les locataires participent à cet investissement? Est-ce que parfois, ceux que vous rencontrez vous disent, bon, évidemment pas à hauteur de plusieurs millions, mais de dire, moi j'aimerais bien payer, je suis prêt à payer un peu plus si ça bouge? Les locataires que je peux rencontrer sont quand même des locataires qui sont dans les premiers quartiles, même dans les premiers déciles. Donc pour eux, c'est très difficile de participer. Je pense que ce qui est important pour eux, finalement, c'est la facture globale, et vous l'avez bien indiqué. Si le loyer augmente, et c'est ce dont nous travaillons sur les réhabilitations sur lesquelles je participe au financement en ma casquette de qualité à la CAPI, le point clé finalement c'est la facture globale. Que le loyer augmente et que les charges diminuent, ça, sur le principe, les locataires y vont. Sur lequel nous devons travailler, ça me fait penser à ce que vous indiquez par rapport au poêle à granulés, ce sont les habitudes. Parce que ce qu'on se rend compte, c'est lorsqu'on fait des réhabilitations thermiques, entre ce que l'on a prévu et finalement la consommation qui se perd, on a un écart qui est notamment dû au fait que le locataire, avec un peu plus de confort, finalement, dans son usage, consomme un petit peu plus. Mais ce qui peut se comprendre, c'est là où je pense que nous avons besoin
d'accompagnement. Et enfin, je voudrais terminer sur un point important. On parle du logement social. Je pense qu'il est primordial aussi d'avoir un équilibre sur l'ensemble des territoires. Vous avez parlé des communes rurales. C'est important, il y a un équilibre. Quand je parle d'une commune comme l'île d'Abo à 52% de logement social, nous, ce que l'on indique aujourd'hui, c'est déjà, on va faire en sorte de pouvoir permettre à certains, et on travaille avec les bailleurs par rapport à ça, d'avoir des ventes de logements sociaux, ce qui deviennent propriétaires. Mais ensuite, je sais également, et ça va être le cas prochainement, il y a un projet qui va démarrer pour permettre de l'accession sociale, donc répondre à une demande. Donc il nous faut vraiment nous adapter. Mais le logement social, il a sa place de partout sur le territoire. L'accession sociale, Patricia Dudonné, ça peut aussi, oui, être un petit levier, une petite participation si au final la facture globale est toujours la même, mais on peut accepter de participer un peu. Alors, l'accession sociale, c'est pour les bailleurs sociaux, que ce soit la vente HLM ou l'accession sociale sur du neuf avec des produits de type SLA, de type BRS. Oui, c'est de la ressource supplémentaire pour les bailleurs. Très franchement, c'est une goutte d'eau. Nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est le fait qu'on génère un parcours résidentiel, qu'on permet d'offrir des éléments, des lieux d'habitation qui sont mieux adaptés. Quand on parle par exemple de la vente HLM, on vend souvent des logements qu'on a réhabilités. Ça évite à des gens qui ont très peu de ressources, parce qu'on l'évoquait ce matin dans le cadre de la préparation d'un PLH local là, sur le fait que, par exemple, il ne faudrait pas que des gens qui ont très peu de ressources achètent là maintenant des F et G, parce que certains propriétaires s'en débarrassent, très clairement. Il ne faudrait pas que les gens qui ont les plus petites ressources pour devenir propriétaires achètent des F et G et se trouvent à un moment donné dans un corner en n'ayant pas les moyens de les réhabiliter. Il vaut mieux quelque part, je prêche un peu pour ma paroisse, qu'ils achètent un logement HLM bien réhabilité, qui a une bonne étiquette énergétique. C'est ce qui est expliqué M. Marion. L'accession sociale, c'est pareil, c'est du parcours, c'est trouvé par le biais de l'accession sociale sur des communes où il y a un gros taux de logement social, comme par exemple l'île d'Abo, mais il y en a d'autres dans le département. On peut retrouver des équilibres. Et puis, par exemple, en milieu rural ou périurbain, on peut avoir une offre diversifiée pour des publics qui ont peu de ressources. Là encore, c'est des questions de segment de marché, de segment d'offres. L'idée, c'est de jamais rien ostratiser, c'est jamais dire le bien, le seul et unique, c'est le trait social, ou le seul et unique, c'est le logement vente libre. Il faut du segment, il faut qu'il y ait un parcours, il faut que tout le monde soit présent et sur l'ensemble des territoires. Là, on a des vrais équilibres. On voit bien que les élus, d'ailleurs, recherchent ces équilibres en nous demandant de faire de la vente HLM, de l'accession sociale, et vont chercher des promoteurs pour faire du libre, pour qu'on trouve tous ces équilibres sur nos territoires. Je pense que c'est vraiment l'enjeu de la mixité. Oui. Voilà. On va arriver à la fin de ce webinaire. Avant de conclure, je vais vous proposer un petit tour de table ronde en 1 minute. Je sais que c'est difficile. Qu'est-ce qui vous paraît important de retenir de notre discussion aujourd'hui, Christophe Ferrari ? Ce qui me paraît important, c'est de dire que le logement social, c'est l'avenir, que le logement social, c'est ça, la véritable transition écologique et sociale de ce pays. Et globalement, la question du secteur du logement et de l'habitat. Et c'est ça le premier des vrais sujets. Et si on embarque la population française dans cette évolution-là, alors là, tout le monde sera embarqué dans cette question de la transition. Ce ne sera pas quelque chose qui sera réservé à certains et pas réservé à d'autres. Donc pour moi, c'est un véritable sujet, presque, je dirais, de contrat social qui est posé. Et je crois beaucoup à cela. Donc je crois beaucoup à la capacité des maires à construire, à bâtir, à réhabiliter, à transformer leur ville. C'est l'histoire des villes dans ce monde et il ne nous faut pas avoir peur de cela, même si parfois nos populations ont des pensées contradictoires. Je veux un logement pour ma grand-mère parce que la maison qu'elle utilisait, c'est plus ce qu'il faut, mais je ne veux pas que l'immeuble soit construit à côté de chez moi parce que vous comprenez, etc. Donc tout ceci, il faut qu'on gère les pensées et les arrière-pensées, mais il faut toujours avoir une ligne directrice extrêmement forte sur ce sujet. Christophe Charles, c'est aussi le sens de l'histoire, la réhabilitation du logement social. Juste avant de conclure, juste une petite pointe d'humour. Pour le président Ferrari, nous avons des façadiers dans le Nord-Isère et notamment à Vienne. Oui, donc vous avez du boulot là-haut. Vous avez du boulot là-haut.
En tout cas, oui, ce que disait le président Ferrari, là, juste à l'instant, c'est que le logement social, son image a évolué. Et heureusement. Parce que c'est vrai que dans les communes, auprès de nos habitants, auprès de nos élus, c'était dur de faire passer l'image. Lorsqu'on disait qu'on avait un projet avec des logements sociaux, tout de suite, il y avait un lever de bouclier. Et je crois que ces dernières années, il y a une évolution plutôt favorable. Parce qu'aujourd'hui, 80% de la population est éligible au logement social. Et quand on dit ça, eh ben, ça répond vraiment aux besoins, aux attentes de nos habitants. Donc je crois qu'il y a une belle évolution du logement social. Ce qui serait important, c'est peut-être aussi d'avoir un peu une aide de l'État, un peu plus importante. On le voit bien avec les éléments qui ont été dit par Madame Dieudonné sur la LRS et qui concerne tous les bailleurs sociaux, parce que ça leur a fait un manque à gagner important et qui ne passe pas justement pour la réhabilitation. C'est de l'argent qui ne vient pas pour de la réhabilitation de nos logements sociaux. Cyril Marion, la réhabilitation du logement social dans votre commune, elle est incontournable? C'est une nécessité. C'est une nécessité pour les citoyens qui habitent au quotidien et qui finalement ce sont les plus fragiles qui se trouvent les plus en difficulté. Donc c'est un besoin pour les citoyens, surtout que l'on se trouve dans un territoire qui est attractif. Et c'est une chance, mais en même temps, cette attractivité, il faut pouvoir répondre aux attentes des citoyens. Et je pense notamment aux services qu'ils attendent dans les écoles, notamment dans les voiries et l'ensemble des commerces locaux. Ce qui est important, je pense, c'est la manière dont on travaille, c'est finalement de manière coordonnée entre les besoins que nous, comme commune, que nous connaissons avec l'analyse des besoins sociaux, que les bailleurs connaissent et votre professionnalisme. Et c'est finalement travailler ensemble pour les citoyens. C'est comme ça que l'on y arrive. Et je pense que par rapport finalement à l'ensemble des financements que l'on a, on n'arrive pas si mal. Ce que j'espère juste, c'est qu'en effet, qu'on aura plus de financement pour encore faire mieux. Patricia Dieudonné, on voit que toutes les collectivités sont à vos côtés pour cette réhabilitation. Oui, je pense que c'est un vrai sujet. Je pense que Emmanuel Cos ouvrira la focale dans sa conclusion. Mais oui, heureusement qu'on a les collectivités. Oui, et nous, je pense qu'en Isère, on n'a pas à se plaindre. Je ne sais pas si c'est comme ça dans tous les départements et dans tous les territoires. Mais globalement, c'est vrai qu'on a l'écoute de nos élus locaux quand on va les voir sur des problématiques, notamment sur les problématiques de réhabilitation. Eh bien, Emmanuel Cos, je vais vous laisser un petit mot de conclusion pour terminer, si vous le voulez bien. Mais déjà, la première chose que j'aimerais dire au nom des bailleurs sociaux, c'est qu'on a parlé de nos difficultés, des enjeux, des questions difficiles que pose cette transition. Mais ce qui est certain, c'est que nous, on va y aller. C'est-à-dire que même si on manque d'argent, d'aisance financière et tout ça, en fait, on ne va pas s'arrêter. Et je pense que c'est aussi pour ça que je pense qu'on a ces contrats quand même de confiance avec les collectivités locales. C'est qu'elles ont des ambitions pour leurs habitants et puis nous, on a des ambitions pour nos locataires. Donc, malgré les difficultés et les manques de financement qu'on peut regretter, en fait, on va continuer nos réhabilitations parce que on pense que c'est notre obligation, en fait, en tant que propriétaire bailleur. Après, c'est vrai, aujourd'hui, il y a beaucoup de Français qui souffrent de la cherté du logement. Donc on voit bien qu'il y a beaucoup de demandes de besoins en logements sociaux qui s'expriment pas simplement dans les métropoles. Ça a été dit dans plus de villes moyennes, voire dans des villages où on a besoin de petites offres sociales. Et c'est aussi des enjeux sur lesquels aujourd'hui on travaille, même si c'est un peu nouveau aussi pour les bailleurs sociaux, parce que c'est vrai que le logement social vient plutôt des grands centres urbains et des grands bassins industriels, parce que c'est notre histoire. Mais je pense aussi qu'un de nos défis, c'est justement de répondre à ces besoins-là, et notamment, ça a été dit aussi, sur des enjeux d'accession sociale, parce que aujourd'hui, la réalité, c'est que le marché immobilier privé est quasiment inaccessible pour une grande partie des Français, même quand ils travaillent à temps plein et qu'ils ont des salaires corrects. Donc je pense que tout ça, c'est des enjeux de mobilisation qui nous semblent essentiels et qu'on va mener. Et notamment, et je pense que ça fait aussi partie de notre manière de voir les choses, c'est que nous, on n'a pas peur, y compris d'être contrôlés, de donner à voir de nos capacités à faire. Et je pense que là, dans la période, on parle beaucoup des passoires thermiques et tout ça, une de nos grandes mobilisations, ça va justement d'être en capacité de montrer aux collectivités comment on avance vite, comment on lance beaucoup de programmes de rénovation et qu'on essaie de tenir vraiment les timings pour vraiment protéger nos locataires des futures crises énergétiques, mais aussi pour améliorer, il faut le dire franchement, leur qualité de vie, parce qu'on a aussi une partie de nos bâtiments qui sont fatigués et qu'il faut évidemment améliorer rapidement.
Merci beaucoup Emmanuel Cos, vous étiez à distance. Merci à vous qui étiez à mes côtés aujourd'hui, merci. Vous pouvez retrouver, vous qui nous regardez, ce webinaire en intégralité, en replay sur la chaîne YouTube et le site internet d'Apsis, apsis.fr. Et en attendant une prochaine thématique, je vous souhaite à tous une très bonne journée.